Bonjour, je vais corriger la partie A du DNS2. Cette partie étudie, on étudie un masse ressort où on tient compte d'une légère dépendance de la raideur du ressort avec la longueur. C'est en général le cas. Quand vous avez un ressort, il y a quand même une différence entre le modèle, c'est ce que j'écris au tableau, et le ressort réel que vous avez pu manipuler en TP. Un ressort réel, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on tire dessus, la raideur elle change un petit peu. Enfin, elle change un tout petit peu, hein, c'est pas non plus un effet très important, mais elle change un petit peu. Et si on manip assez précisément en TP, on arrive à le voir ce truc-là. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer que un masse ressort réel, eh bien, il a sa période d'oscillation qui dépend très très légèrement de l'amplitude. Alors que le masse ressort idéal, c'est pas le cas. La période d'oscillation ne dépend pas du tout de l'amplitude. Donc le point de départ, il est là. La raideur du ressort, au lieu d'être constante, dépend un petit peu de la longueur. Je réinjecte dans l'équation, donc ça donne ça. En fait, ici, vous reconnaissez l'équation habituelle. Je me rends compte que j'ai oublié la masse. Mais c'est pas très grave parce que juste en dessous, je réécris cette équation-là sous une forme qui va être, pour nous être plus sympathique. C'est la forme qui est là. Voilà. Voilà, c'est la forme qui est juste là. Et ça va être notre point de départ. Alors, on va chercher une solution sous la forme qui est ici, juste en dessous. Cette forme-là. Et ce qu'on va faire, c'est réinjecter ce x de t là, c'est le candidat qu'on vous propose, dans cette équation-là. Alors je préviens tout de suite que c'est question 1 est particulièrement calculatoire. Elle n'est pas, je la qualifierai pas de difficile, mais par contre elle est calculatoire, c'est-à-dire que on va avoir des calculs qui vont être très encombrants. Donc la première étape que je fais, c'est je dérive ça 2 fois par rapport au temps. Donc ça donne ceci. Je vais écrire en bleu. Je vais commencer par dériver une première fois. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et ensuite, je dérive ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc il y a un oméga qui sort. Donc normalement, il devrait avoir un lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran qui qui réexplique les dérivées composées. Donc ça fait moins 1 oméga sinus oméga t plus, je fais la même chose ici, du coup il y a un moins. Donc ça fait moins 2 epsilon b oméga, donc il y a 2 oméga qui sort, sinus 2 oméga t. La constante disparaît. Petite remarque, vous voyez que dans l'écriture, il y a un paramètre ici que j'appelle epsilon, et lorsque vous rencontrez de tels paramètres, souvent ça veut dire que c'est un paramètre qui est petit devant 1. Donc ce que ça veut dire, c'est que le terme qui se rajoute par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc si vous ne regardez pas ce terme-là et que les deux premiers, vous reconnaissez un oscillateur harmonique, ce que ça veut dire, c'est que c'est un terme perturbatif. Donc, comme epsilon est tout petit, en gros, en première approximation, mon ressort, il fonctionne très bien en fait. C'est juste, on est en train d'étudier un petit défaut, défaut. C'est un système réel, donc il ne colle jamais parfaitement au modèle. Et bien ce epsilon, je le retrouve dans l'expression de x de t. Donc globalement, le terme dominant, il est là, ça aussi. Et ce qu'on va regarder, c'est le petit écart au terme dominant. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'équation que j'ai encadrée en rouge. Donc je continue mon petit calcul après cette remarque. Donc je dérive une seconde fois. Donc quand je dérive sinus, ça devient cosinus. Il y a de nouveau oméga qui sort, mais cette fois-ci, le signe, il ne change pas. Donc je me retrouve avec un moins A oméga cosinus oméga moins A oméga carré cosinus oméga t. Et ici, c'est moins 4 epsilon b oméga carré cosinus
2 oméga t. Je réinjecte dans l'équation différentielle que j'ai encadrée en jaune. Et donc ça donne, je ne fasse pas de bêtises, donc on réinjecte dans l'équation différentielle voilà, c'est là que ça va commencer à prendre un petit peu de place. Donc je commence bien à gauche. Donc x secondes, ça fait moins a oméga carré. Cosinus, cosinus oméga t. Moins 4 epsilon b oméga carré cosinus 2 oméga t. Plus oméga 0 carré. Donc c'est x de t c'était a cosinus, je vais y arriver, a cosinus oméga t plus epsilon b cosinus 2 oméga t plus, je vais écrire en dessous, epsilon oméga 0 carré. Donc là je recopie x et je me rends compte que j'ai oublié un terme, c'est le terme constant, plus epsilon c, il ne faut pas oublier, et je recopie x, donc c'est a cosinus oméga t plus epsilon b cosinus 2 oméga t plus epsilon c, et ça c'est au carré, et le tout est égal à 0. Donc l'équation, vous avez vu que je l'ai mis sur 2 lignes, parce qu'elle est un petit peu encombrante. Et quand donc il y a 2 options, soit je développe tout, et donc voilà, en fait il faudra que je le fasse, mais après, pour éviter de multiplier les lignes de calcul, parce que vous avez vu qu'écrire une ligne ça prend du temps, je vais tout de suite rassembler les termes, c'est-à-dire tous les termes constants, je vais essayer de les repérer en une fois, et je vais écrire du premier coup tous les termes constants. Puis après je vais regarder mon expression et tous les termes en cosinus oméga t, je vais les repérer et tout de suite mettre en facteur cosinus oméga t. Ça permet de calculer plus vite. Donc on va faire, je prends ces termes là. Donc c'est, voilà, je recopie le terme qui est en haut. Et je commence mon calcul, enfin je continue mon calcul. Donc ça c'est recopie. Donc ça fait moins a oméga carré. Donc là je vais simplement recopier l'équation en développant ce carré là. Donc, le début, il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance parce que c'est vrai que c'est un petit peu long à écrire. Donc la première ligne c'est la même. J'ai juste distribué l'oméga 0 carré dans cette parenthèse qui est là, qui commence ici et qui s'arrête là. Donc à part ça, donc la première ligne c'est la même et tout le reste c'est ce terme là où j'ai développé le carré. Donc le carré qui est ici c'est la parenthèse qui s'ouvre ici et qui se ferme là. Donc j'utilise le résultat que j'ai écrit en dessous en jaune, a plus b plus c, hein, il y a 3 termes au carré. On peut commencer par écrire a carré plus b carré plus c carré. Et ensuite apparaît j'en choisis 2, hein, donc par exemple AB, ça fait 2 AB, ensuite BC, ça fait plus de BC, ensuite la dernière paire c'est AC, plus de AC. Donc j'utilise ce résultat-là. Il faut vraiment faire attention quand vous écrivez l'équation, de ne pas oublier un terme en cours de route. Donc ça, je laisse cette équation en jaune et c'est ça que j'ai utilisé. Je continue mon petit calcul. Et voilà, c'est là qu'il faut être efficace. Donc je prépare le terrain.
ici, je vais mettre le terme constant. Ensuite, je vais mettre dans la deuxième accolade, enfin, entre crochets, ces crochets, tous les termes qui sont proportionnels à cosinus oméga t. Puis, la ligne du dessous, donc ce que je suis en train d'écrire, c'est une seule et même équation. Je fais une petite remarque que j'aurais peut-être dû faire avant. Vous remarquez que dans l'équation, il y a oméga d'un côté, puis il y a aussi du oméga 0. Donc vous pouvez être tenté de les confondre, et il ne faut surtout pas faire ça. Oméga 0, c'est une caractéristique propre au ressort et à la masse. C'est K sur M en fait, oméga 0 carré. Alors que du fait de ce petit défaut qu'a le ressort, le fait que la raideur dépend de la longueur, et ben, il va aussi à une pulsation qui est très légèrement différente de oméga 0. Donc dès le début, il faut comprendre ça, c'est que oméga, c'est pas égal à oméga 0, c'est quasiment égal à oméga 0. Donc il faut faites attention lorsque vous faites les recopies de pas transformer un oméga en oméga 0 et inversement. Voilà, donc petite remarque. Donc je prépare le terrain et je ne sais plus, je dois aller jusqu'où. Cosinus 4 oméga t. Donc je continue. Plus cosinus 3 oméga t. Voilà, donc je reprends. Et tout ça, ça vaut 0, la somme. Donc on regarde tous les termes constants. Donc là, ça y est pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ah, il y a un premier terme constant. Donc dès que j'ai repéré un terme, je vais... hop, je l'enlève. Et je le recopie ici. Epsilon c oméga 0 carré. Je continue. Là, il y a du cos carré. Mais cos carré, c'est égal à 1 plus cosinus 2 oméga t sur 2. Vous avez des indications qui sont ici. Donc c'est ce genre de formule trigo. Là, les indications, c'est donné dans l'énoncé. Je vous conseille de bien les connaître pour ne pas être embêté quand il faut les utiliser. Parce qu'a priori, elles ne seront pas données dans les énoncés de concours. Donc c'est oméga 0 carré a carré sur 2. Pourquoi? Parce que le cosinus oméga carré, cosinus carré oméga t, ça fait cosinus 2 oméga t plus 1, le tout sur 2. Donc en fait, le terme constant qui sort de là, ça va être la moitié de celui-là. Si vous remplacez le cosinus carré oméga t par ça, il y a un facteur 1,5 qui apparaît. Ici, cosinus 2 oméga t. Ah, il y a encore un terme constant. Donc j'avais dit que dès qu'il y avait un terme constant, alors ici je le barre à moitié, parce qu'il y a un autre terme encore qui va apparaître. Ce terme constant, je le recopie, epsilon au cube, oméga 0 carré, c'est carré. Ensuite ici non, non et non. Voilà, normalement j'ai tous les termes. Alors dans l'énoncé, on vous donne les... je me rends compte que j'ai fait une erreur parce qu'il y a un cos carré ici. Ouais, je me disais que il manquait un terme. Donc j'ai fait une petite erreur de calcul. Ici c'est cosinus carré 2 oméga t. Donc il y a aussi la moitié de ce terme là qui sort. Donc ça fait epsilon carré oméga 0 carré b carré sur 2. Et normalement, donc là aussi je barre à moitié parce qu'il y a encore un terme qui va sortir ici. Voilà. Le cosinus carré 2 oméga t. Quand vous le remplacez, il y a deux termes qui proviennent d'ici. Il y aura deux termes qui proviennent de là. C'est pour ça que je n'ai pas barré en entier. Donc là, normalement, c'est bon. Et je peux vérifier, sympa dans l'énoncé. Donc j'ai 4 termes. Bon, a priori, on va dire que c'est bon. Allez. Deuxième, maintenant je m'intéresse à tous les termes en cosinus oméga t. Donc il y a ce terme-là. Moins a carré, a oméga carré, cosinus oméga t. Donc je vous fais remarquer que vous voyez qu'en une étape de calcul, je vais obtenir le résultat.
Hein, si vous y prenez pas comme ça, le risque c'est de remplir des pages et des pages de calcul. Et ça, vous allez évidemment avoir vous allez quand même augmenter finalement vos chances de faire une erreur de calcul. Donc c'est cosinus oméga t, ce terme-là, allez, je barre en jaune, c'est bon. Il y a ce terme-là, plus a oméga 0 carré. Non, ici non plus, il y a un cosinus 2 oméga t, là il y a un cosinus 4 oméga t. Là, il y a un terme ici qui va sortir. Il y a un terme ici qui va sortir, et ce terme-là. Je vais m'occuper tout de suite de ce terme-là. Plus epsilon carré, oméga 0 carré, A, C. Et il y a encore un terme qui va sortir ici. Alors pourquoi? Il y a une autre formule trigo qui est donnée. Donc regardez bien ici, cosinus oméga t fois cosinus 2 oméga t. Je regarde les indications de l'énoncé. C'est cette formule que j'utilise. Ce qui va apparaître, c'est la somme et la différence de ce qu'il y a dans les cosinus. Et un facteur 1,5. Je vous fais remarquer, là, c'est une somme de cosinus. Et quand je somme des cosinus, comme la valeur maximale, c'est potentiellement 2, puisque chaque cosinus peut atteindre la valeur 1, c'est pour ça que, enfin, c'est pas pour ça, mais on n'est pas étonné de trouver un facteur 1,5 ici, parce que ce truc-là ne pourra jamais dépasser 1. Hein, quand vous multipliez deux trucs qui sont jamais plus grands que, enfin, qui sont compris entre moins 1 et 1, ce truc-là, ce produit ne va jamais dépasser 1. Donc on n'est pas étonné de trouver un facteur 1,5. Donc quand je regarde ce truc-là, je fais le calcul à côté, hein, je l'efface, je l'effacerai après. Donc ça fait 1,5 de la différence, cosinus oméga t. Alors si vous trouvez cosinus moins oméga t, c'est pas grave parce que la fonction cosinus elle est impaire. Donc, et 3 oméga t. Donc il y a bien un cosinus oméga t qui sort, donc je recopie tout ce terme constant. Donc c'est 2 epsilon carré oméga 0 carré AB sur 2. Voilà, j'efface ce petit calcul intermédiaire. Donc normalement j'ai 4 termes et je vérifie à la fin, dans l'énoncé, on vous a donné la constante. Donc ça je l'ai. Normalement. Il y a juste un facteur 2 qui m'embête là. C'est le AC. Bah, j'ai fait, décidément, je fais pas mal d'erreurs. Le facteur de là et de là, je les ai oubliés. Bon. Voilà. Donc, la conclusion de ça, c'est quand on fait des calculs, on fait des erreurs, forcément des erreurs de calcul. On va dire ça. Ensuite, le cosinus 2 oméga t. Donc là, ce terme-là, je le barre à moitié parce que je sais qu'il y a encore un terme qui sort. Cosinus 2 oméga t. Ici, j'ai un terme. Je vérifie que je n'ai pas d'erreur. Et du coup, s'il y a un 2 là, il y a un 2 là. Alors, ce qui vient de m'arriver là, les erreurs de calcul. Donc ça arrive, les erreurs de calcul. Hein, je vais pas le cacher. Quand vraiment il commence à y en avoir beaucoup des erreurs de calcul, là ça, on va dire ça va encore, j'arrive à gérer. Mais si un jour vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en train de les enfiler comme des perles, les erreurs de calcul, un conseil, c'est vous effacez tout, et enfin vous changez vous prenez une nouvelle page et vous recommencez. Parce que corriger ces erreurs de calcul, parfois ça prend plus de temps que de refaire le calcul en entier. En plus, quand vous corrigez des erreurs de calcul, le risque c'est d'en oublier des erreurs. Le facteur 2, j'ai failli oublier de le recopier ici, et du coup, ça fait des erreurs qui traînent tout au long de la résolution. Donc, voilà, c'est un petit conseil. Hein. Parfois, c'est bien de recommencer à zéro un calcul. On ne perd pas de temps, en fait, en faisant ça. Alors, je recopie. Oméga carré, donc c'est ce terme-là. Allez, je le fais en vert. Donc cap epsilon b oméga carré, ça c'est bon. Il y a ce terme-là. Plus epsilon b
oméga 0 carré. Donc ce terme-là, hop, c'est réglé. Ici, il y a un cosinus de oméga t qui sort. Donc souvenez-vous, cosinus carré d'oméga t, je vous remonte la formule de l'énoncé. Hein, c'est cosinus carré de oméga t, donc vous imaginez qu'il y a oméga t ici. Il y a on l'a déjà utilisé le terme constant, maintenant c'est cosinus 2 oméga t qui sort. Donc il y a un cosinus 2 oméga t qui sort, donc c'est plus epsilon oméga 0 carré 1 carré sur 2. Donc cette fois-ci, ce terme-là, je l'ai complètement utilisé. Ensuite, ici, un 4 oméga t, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a un 3 oméga t encore que nous utilisé. Il y a ce terme-là, plus 2 epsilon cube oméga 0 carré fois b fois c. Je vérifie 2 epsilon cube oméga 0 carré b c. Ça c'est bon. Ensuite, epsilon... ça c'est bon, moins 4, ouais c'est bon, très bien. Alors dans l'énoncé, ce terme-là, et finalement, et ce terme-là, on les calcule même pas, on vous demande même pas de les obtenir. Du coup, je vais m'arrêter là. Le terme en 2 oméga t, ici je ne l'avais pas barré. Très bien. J'ai obtenu le résultat, donc je vais encadrer. Voilà. Donc c'était juste la question 1. Très calculatoire. Donc c'est ce genre de questions. Idéalement, il faudrait vraiment, faudrait prendre vraiment son temps pour répondre à ce genre de questions, pour pas que ce soit pénible, hein, parce qu'il y a tellement, on fait tellement facilement des erreurs de calcul en faisant ça. Donc il faut y aller doucement. On vous demande de simplifier l'expression de C0 et on vous demande pourquoi on a le droit de le faire. Donc on regarde C0, c'est ça. Et si on regarde, il y a un epsilon cube. Alors je vous ai fait une petite remarque tout à l'heure en vous disant que epsilon c'est petit devant 1. Donc si epsilon est petit devant 1, epsilon carré est encore plus petit. Alors, on prend juste un exemple. Si je prends epsilon égale 0,1, epsilon carré c'est 0,01. Epsilon cube c'est 0,001. Donc on voit très bien que ce terme-là, je vais pouvoir le négliger. Donc, alors est-ce que le terme en epsilon carré, je peux le négliger? En premier lieu, on va dire que non. Donc je vais garder ce terme-là et ce terme-là. Alors, je regarde juste si... Oh non, je vais carrément négliger ces deux termes-là. Celui-là et celui-là. À cause du epsilon cube et du epsilon carré. Donc l'expression de ces zéros, finalement, c'est donc on néglige les termes en epsilon carré, en epsilon cube, c'est indiqué dans l'énoncé. C'est pas bien de pas lire l'énoncé. Simplifier l'expression en négligeant les termes en epsilon cube, justifier à quelques mots. Donc ça j'ai... Et ça me donne C0 égale. Donc là je recopie epsilon C oméga 0 carré plus epsilon oméga 0 carré sur 2 plus du coup ce terme là j'ai dit que je le négligeais, en fait je ne le néglige pas, plus epsilon carré oméga 0 carré b carré sur 2. Je vérifie que... Ouais, c'est bon. Maintenant, on va négliger l'expression de C2, pareil, en négligeant le terme en epsilon au cube.
Donc l'expression de ça, c'est C0. C1, je vais le laisser tel quel. Et puis C2, on voit que ce terme-là, je dois l'enlever. Donc ça fait moins 4 epsilon B oméga 0 carré. Plus B oméga carré. Epsilon. Ça aussi, c'est toujours embêtant de voir passer d'une ligne à l'autre, d'une page à l'autre. Epsilon oméga 0 carré A carré sur 2. Voilà, donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Epsilon. Oups, non, j'ai fait une erreur. Décidément. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une petite vérification. Alors, j'ai répondu à la question 3. On admet que l'équation étoile, il faut montrer que tous les CI sont nuls. Donc quand vous écrivez cette équation-là, lorsque vous dites que tout ça c'est égal à 0, en fait on peut dire que chacun des termes est nul. Chacun des termes en facteur de des cosinus, cosinus oméga t, cosinus de oméga t, etc. Chacun de ces termes est nul, ainsi que le terme constant. Donc une façon de se convaincre, une première façon, c'est que cette équation doit être vraie quel que soit t. Donc on pourrait à la limite s'arranger pour que, alors je sais pas si c'est possible, je me suis jamais posé la question, mais par exemple pour que ces quatre termes soient nuls en même temps, et du coup hop on montre que celui-là il est nul. Puis après on peut s'arranger, il y a peut-être un instant où les trois termes du bas sont nuls, et du coup hop c'est ce terme-là et celui-là non nul, et donc ce terme-là est forcément nul, et ainsi de suite. Une autre façon de faire, c'est qu'on pourrait écrire un système d'équations où la seule solution, enfin où les inconnus seraient ces coefficients-là, et la seule solution, ce serait tous ces coefficients nuls. Ça, c'est une autre solution. Et enfin, la raison la plus facile à comprendre, c'est en regardant ce que ça donnerait au niveau musical. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si, par exemple, je prends un instrument qui joue à une centaine de hertz, une contrebasse, par exemple, vraiment un truc très grave, et puis en même temps, vous avez un instrument qui joue, si je fais x2, en fait, c'est l'octave du dessus. Donc, vous prenez un violoncelle, allez. C'est un contrebasse qui fait une certaine note, et puis il y a le violoncelle qui fait la même note, mais une octave au-dessus. Et puis ensuite, vous avez un alto, donc c'est entre le violoncelle et le violon, qui joue encore une octave au-dessus. Et enfin, le violon qui joue encore une octave au-dessus. Eh bien, si ce truc-là pouvait être nul avec tous ces instruments qui jouent en même temps, on sait que c'est pas possible. Donc la seule façon qu'il n'y ait pas de son, c'est que ni la contrebasse, ni le violoncelle, ni l'alto, ni le violon ne jouent. Donc je répète, hein, je veux que cette somme soit égale à 0. Et donc là, dit autrement, si je prends 4 instruments qui jouent la même note à des octaves à chaque fois supérieures, si je veux qu'il n'y ait pas de son, la seule solution possible, c'est qu'il n'y a aucun des instruments qui joue. Donc ça veut dire que ce terme en facteur de cosinus oméga t, il est nul. Ce terme en facteur de cosinus 2 oméga t, il est nul, etc. Et le terme constant doit lui aussi être nul. Ça correspondrait à la fréquence nulle, voilà, d'une certaine façon. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux comme argumentation. Mais dans l'énoncé, on ne vous demande pas forcément beaucoup de rigueur. Donc, allez, je dessine une contrebasse. Donc, hop. Donc un petit bonhomme qui joue là, hop.
Ensuite, un deuxième bonhomme qui joue l'alto. Donc l'alto, c'est... Oh, je dessine vraiment pas bien les... Voilà. Donc il a un archer, et son autre bras est quelque part par là. Ensuite... Ah non, c'était le violoncelle entre deux. Bon, c'est pas grave. Voilà, le temps de faire le petit dessin. Vous imaginez un petit orchestre là, avec ces instruments-là, et la consigne c'est tous les instrumentistes doivent jouer la même note, mais il faut que le résultat final soit le silence absolu. Donc c'est la traduction en dessin de cette équation-là. Contrebasse, violoncelle, alto, violon, égale 0, ça veut dire silence absolu. Bon ben, vous savez que la solution c'est il n'y en a aucun qui joue, en fait. Ils ne produisent aucun son. Et donc la traduction, ça veut dire que chacun des coefficients doit être nul, et le coefficient constant, ça correspondrait à un instrument de fréquence nulle. Donc là, bon, vous n'êtes pas totalement, enfin, je comprendrais que vous ne soyez pas totalement convaincu pour ce terme-là. En tout cas, on peut l'expliquer comme ça simplement. Donc conclusion, donc tous les CU, les instruments ne doivent produire aucun son. Et donc la traduction, donc c'est tous les CI sont nuls. Voilà pour le petit résultat. Alors en mathématiques, ce qu'on pourrait montrer, c'est que la succession des fonctions cosinus oméga t, 3 oméga t, etc., c'est une base pour toutes les fonctions périodiques de période 2π sur oméga. Voilà. Si j'utilisais le langage un peu plus matheux pour expliquer ça. Ouf, voilà. Donc une fois que j'ai dit que tous les CI sont nuls, en particulier C1, C2, C3, il faut que j'arrive à ces équations-là. Donc je vais recopier l'expression des équations qui m'intéressent ici, et je vais en déduire cela. Voilà, j'ai recopié les trois équations qui sont à gauche, là en vert, et il faut obtenir ceci. Alors, je me rends compte que la première équation, en fait, elle va venir d'ici. Alors ici, comme C0 est égal à 0, voilà, on a cette équation-là. Et ce que je vais faire, c'est négliger le terme en epsilon carré. Donc dans l'énoncé, finalement, il aurait, quand on vous demandait de simplifier le terme en epsilon carré, il aurait fallu aussi dire et le terme en epsilon carré. Alors c'est pas très grave parce que après tout, le premier terme qu'on peut négliger c'est epsilon au cube, c'est vraiment le plus petit. Si au fur et à mesure des calculs on se rend compte que finalement le terme en epsilon carré, ce serait bien qu'il soit négligeable. Ça suppose que epsilon soit vraiment petit devant 1. Et dans ce cas, on a le droit de faire cette approximation, sachant que chaque fois que vous faites une approximation, eh bien, vous vous éloignez d'un résultat qui est vraiment exact. Le résultat sera d'autant plus vrai que epsilon est petit, mais dès que epsilon devient un petit peu trop grand, on sait que les résultats que je vais obtenir, ils seront plus valides. D'accord. Donc quand vous négligez des termes comme ça, il faut toujours savoir ce que vous êtes en train de négliger. À quel point vous négligez. Si c'est vraiment vraiment négligeable, dans ce cas, bon, il n'y a pas de problème. Ou si c'est un petit peu limite. Donc dans ce cas, pour le coup, ça m'arrange que epsilon carré soit négligeable. Parce que une fois que j'ai fait ça, le epsilon, je peux le simplifier. Le oméga 0 carré, je peux le simplifier.
Donc en fait, ce terme-là simplifie, l'oméga 0 carré aussi. Il me reste c plus a carré sur 2 égale 0. Donc c'est cette équation-là. Donc bon, en fait, je vais l'encadrer. Hein. J'ai directement résultat ici. La deuxième équation, lorsque je dis que ça c'est égal à 0, ce que je remarque c'est que le terme qui simplifie c'est A. De suite, j'ai cette simplification là, puisque le terme en A, il est un facteur des 4 termes qui apparaissent dans la somme. Il y a ce que je peux encore simplifier, quasiment, on l'a tout de suite, hein, puisque le moins oméga carré, si je le passe de l'autre côté de l'égalité, ça fait plus oméga 0 carré, donc ça c'est bon. Le plus oméga 0 carré, quand je le passe de l'autre côté de l'égalité, ça fait moins oméga 0 carré. Il me reste bien de l'autre côté l'égalité epsilon carré oméga 0 carré que je mets en facteur 2c plus b. Donc en fait tout va bien. Donc j'ai ce résultat qui est également validé. Donc c'était vraiment là, on voit que c'était vraiment la question 1 qui est la plus difficile. La dernière équation, donc c'est égal à 0 ce truc là. Et donc alors si je dis que ça vaut 0, ce que je remarque c'est le epsilon qui est un facteur de tous les termes se simplifie. Et ce que je vois c'est que b, une fois que j'ai mis en facteur, j'ai 4 oméga carré moins oméga 0 carré, donc il y a juste le signe qui change, ça veut dire que ces deux termes là je les passe de l'autre côté de l'égalité, donc ça inverse bien les signes, et égale ce terme là, donc tout va bien, j'ai ce terme là. Voilà, donc là finalement il y a très peu de calculs. Voici la réponse à la question 5. Je vous fais remarquer qu'il y avait une petite erreur d'énoncé. C'est C0, C1, C2. Hein. C'est pas C1, C2, C3. Mais ça, vous auriez corrigé de vous-même. J'ai également corrigé dans l'énoncé la question. Pardon. La question. Elle est là. La question 2, on doit aussi négliger le terme en epsilon carré. Donc, comme ça, on peut s'en débarrasser dès la question 2. Si je me rapproche de la question, voilà, non, je suis à la question 6, c'est oméga, je sais qu'il est proche d'oméga 0. Hein, pourquoi? Parce que epsilon est petit, donc votre ressort se comporte quand même bien comme un ressort, quasiment comme un ressort idéal. Donc je sais qu'oméga sera proche d'oméga 0. Hein, donc je suis vraiment en train d'étudier les petits écarts au modèle. Conclusion, je sais que ce terme-là, il sera quasiment égal à 4 oméga 0 carré, ce terme-là. Parce que oméga, il est très très proche de oméga 0. Donc on peut faire cette simplification-là. Par contre, cette simplification, je ne pourrais pas la faire ici. Je ne pourrais pas la faire ici parce que si je le fais, comme oméga est très proche d'oméga 0 carré, si je simplifie d'un coup, ça fait 0, et là c'est une approximation qui est trop forte. Hein, donc quand vous faites des approximations, il faut faire attention. Hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je ne touche pas à cette différence. Par contre, ici, je sais que ça donne un résultat qui sera très différent de 0, donc il n'y a pas de problème. Alors que là, ça donne un résultat qui est proche de 0. Donc ça donne... donc ça donne les équations suivantes. Ça fait C égale A carré sur 2. Ensuite, oméga carré oméga 0 carré égale epsilon carré oméga 0 carré b plus 2c.
Et le dernier terme, ça fait 4, donc ça fait 3b oméga 0 carré égale oméga 0 carré 1 carré sur 2. Donc ce que je vois, c'est que l'oméga 0 carré se simplifie. Et ce que je fais maintenant, c'est que le C qui est là, je le réinjecte ici, et le B qui est là, je le réinjecte là. Donc ça fait un petit calcul à faire. Hein. Donc là, en gros, le gros des calculs, et c'était la question 1 en fait. Donc il me reste oméga carré moins oméga 0 carré. Ça fait epsilon carré oméga 0 carré. Alors B ça vaut quoi? Ça vaut A carré sur 6. Hein, on le voit ici, hein, le 3 quand je le passe en dessous. Ça fait A carré sur 6. Plus 2C. Et 2C, ben, c'est exactement A carré. Je me rends compte qu'il y a... J'ai oublié un signe moins. Ici. Le signe moins. Donc là, je me retrouve avec un signe moins. Voilà. Et 1 sixième moins 1, ça fait moins 5 sixièmes. Donc ça fait moins 5 sixièmes de epsilon carré oméga 0 carré A carré. Et donc j'ai mon résultat. J'ai mon résultat qui est ici. Alors le résultat, je ne l'ai pas en F, mais je l'ai en méga. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Parce que entre oméga et F, il y a un facteur de pi près. Donc il suffit de diviser par 2pi la pulsation pour avoir ce résultat-là. Donc quand je passe l'oméga 0 de l'autre côté et que je le mets en facteur, ça fait 1 moins 5 sixièmes de epsilon carré A carré. Et je divise par 1 sur 4 pi carré. Alors ça vient d'où? Ça fait 1 sur 2 pi au carré. Alors pourquoi je divise par ça? Parce que je vous rappelle que oméga c'est 2 pi sur t. Ça vous dit quelque chose normalement cette fréquence, cette relation. Et 1 sur t c'est la fréquence. Donc oméga c'est 2 pi f. Donc f c'est oméga sur 2 pi. Donc si je divise toute l'équation par 2 pi, pi par 2 pi, hein, puisque c'est la part au carré, et ben j'ai le résultat demandé. Donc f carré c'est f0 carré 1 moins 5 sixième de epsilon carré 1 carré. Alors ce qu'on retrouve comme résultat, qui est encore heureux, c'est que lorsque epsilon est nul, on retrouve bien une fréquence qui est constante et qui ne dépend pas du tout de l'amplitude. Ça c'est le ressort idéal. Mais dès que vous avez un ressort qui présente un petit défaut, en fait on appelle ça une non-linéarité, on a ces résultats-là, une légère dépendance de la fréquence avec l'amplitude. Alors quand on a fait ce genre de calcul, c'est quand même bien de le vérifier. Donc on l'a vérifié expérimentalement en TP, hein, qu'il y avait une très très légère dépendance. Hein, il faut être capable de mesurer la fréquence mieux que le millième donc, pour observer ce phénomène. Donc il faut quand même manipuler précautionneusement. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une simulation pour être vraiment absolument convaincu. Et j'ai tracé, donc bon, il y a un certain nombre de graphes, et j'ai tracé notamment le graphe qui est en bas à droite. Et vous avez f carré en fonction de a carré. Et d'après ce qu'on a montré, où est-il? Voilà. D'après ce qu'on a vu, f carré, c'est une constante plus a carré fois une autre constante. Donc ça fait une droite. Je peux l'écrire comme ça. Cette équation est de la
Oups. Donc cette équation est la forme je vous laisse vous convaincre de ça. Bon, je vais détailler. C'est f0 au carré moins 5 sixièmes de epsilon f0 au carré a au carré. Alors le moins, je le mets ici, je mets une parenthèse, et je mets un plus. Donc c'est juste de la petite réécriture. Et quand vous regardez cette équation, eh ben ce terme-là, si je le mets en ordonnée, si ce terme-là, je le mets en abscisse, et ben ce terme-là, c'est la pente, et ce terme-là, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est l'équation d'une droite, y égale a ax plus b. Et l'ordonnée à l'origine, c'est f0 carré. Donc on regarde l'équation, enfin le graphe, pardon. F carré en fonction de a carré, c'est bien une droite, donc tout va bien. Et quand on mesure la pente, et bien en plus on constate que c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Ça c'est l'avantage de la simulation, puisque comme vous savez exactement les ingrédients que vous mettez dans votre simulation, donc c'est vraiment vous le patron d'une certaine façon, vous savez, vous pouvez vraiment vérifier le résultat. Et pour obtenir ce résultat, j'ai utilisé le même programme qu'on en a utilisé en TP. Donc j'ai créé un fichier son, en fait. Donc j'ai vraiment fait comme si j'avais fait une manip. Et avec ce fichier son, je l'ai fait analyser par le programme que vous avez utilisé en TP. Et ça donne ce résultat-là qui valide cette formule-là. Et donc c'est souvent, c'est pas mal de faire d'utiliser différentes méthodes pour, pour, pour trouver un résultat. Parce que si en utilisant différentes méthodes qui sont très différentes, entre faire un calcul et faire une simulation numérique, c'est pas du tout la même chose. Et si ça donne la même chose, le même résultat, et ben normalement vous êtes très confiant dans ce résultat-là. Donc ce résultat-là, on peut vraiment lui faire confiance. Voilà, donc j'en ai fini avec cette partie, et donc il me reste à corriger les autres parties du devoir à la maison. À bientôt.